Elisabeth Borne a présenté sa feuille de route pour les 100 prochains jours, comme le lui avait demandé Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée la semaine dernière. Un catalogue de réformes dans les domaines de l'emploi, de la réindustrialisation, du pouvoir d'achat, de la sécurité ou même de la transition écologique. Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, éditorialiste économique que l'on peut lire dans atlantico.fr et sur votre blog jean-marc-sylvestre.com. Un mot d'abord donc sur peut-être l'annonce principale en guise un peu d'introduction et de parenthèse, mais sur l'ajournement de cette loi immigration à l'automne. Ça fait partie de la grande annonce qui avait été faite hier par la Première ministre. Et donc Elisabeth Borne qui dit que les LR doivent dégager une ligne claire entre l'Assemblée et le Sénat. C'était la justification de la Première ministre, mais les Républicains lui disent finalement, la Première ministre, elle se défausse un petit peu. Est-ce qu'on se rend compte finalement à travers ça que sans majorité, ça va quand même être très compliqué dans les 4 ans qui restent de faire passer des gros textes? C'est évidemment son problème, c'est sa priorité. Trouver une majorité, avec qui, comment. C'est le problème de Elisabeth Borne, mais c'est aussi le problème du président de la République. Ouais. Emmanuel Macron n'a jamais été aussi seul qu'aujourd'hui, même s'il avait fait beaucoup pour écarter les corps intermédiaires et ne pas forcément constituer la majorité dont il avait besoin. Il se retrouve, sans majorité, sans possibilité d'action, sans possibilité d'agir, puisque elle n'existe pas. Est-ce que pour les Républicains, d'ailleurs, aussi, là, c'est peut-être aussi une erreur politique d'être un peu divisé sur ces thèmes-là, notamment? Si c'est une erreur politique, elle a été commise avant. Elle a été notamment commise pendant la discussion sur les retraites, puisque les Républicains n'ont pas réussi à s'entendre, alors qu'ils auraient pu le faire, alors qu'ils l'ont fait sur certains autres textes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même réussi à voter un certain nombre de textes sans majorité, avec des majorités relatives ou des majorités d'idées sur des projets, ce qu'on aurait pu faire éventuellement pour les retraites, mais il se trouve que les Républicains ont empêché que cette loi soit votée, alors qu'eux-mêmes voulaient la faire voter quelque part. C'était dans leur programme. Non, les Républicains, il leur manque un programme, il leur manque un leader et il leur manque une volonté de faire quelque chose. On sait pas où ça fait pas mal en politique. Donc, je crois que c'est ça, c'est le problème du président de la République. Le président de la République est devant une absence de majorité, il est devant une absence de consensus populaire, puisqu'il a perdu une grande partie de son assise populaire. Il lui reste un socle de 20-25% de la population, ce qui l'empêche évidemment non seulement de gouverner, mais aussi de se déplacer. En dehors d'aujourd'hui, où il a fait un déplacement surprise ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, sur le marché de Dole, où il a eu une discussion avec Café du Commerce pour expliquer, faire la pédagogie. Le diagnostic qu'il fait, il le fait depuis le début. Macron fait aujourd'hui du Macron comme il en faisait au début de son premier quinquennat. C'est-à-dire qu'il sait très bien quelles sont les forces et les faiblesses de la situation française. Mais il faut des réformes, et pour faire des réformes, il faut une majorité. Et donc, en l'absence de gros textes, effectivement, on en revient à cette liste au Père Noël qui a été dévoilée effectivement hier, avec ces 3 mois, 100 jours, sur le thème de l'emploi, de la réindustrialisation, du pouvoir d'achat. L'objectif pour le président de la République, lequel est-il finalement aujourd'hui en proposant cette espèce de litanie, pas forcément d'ailleurs très rationnelle et cohérente, on va revenir en détail sur 2-3 mesures, mais c'est quoi son objectif aujourd'hui politique, à part un aveu de faiblesse sur l'incapacité de présenter des gros textes? C'est évidemment la question qu'on peut se poser. Quel est son objectif? Quelle est son ambition? Quel est son projet pour la France? Qu'est-ce qu'il veut faire de ces 4 années? Pour l'instant, il gagne du temps. Pour l'instant, il regarde si sa première ministre est capable de constituer une majorité ou de faire en sorte de faire avancer les choses. Mais il reste sur son diagnostic. Encore aujourd'hui, où il a pris la parole publiquement, il refait le même diagnostic. La France est malade. Le mal français, c'est la lourdeur de son appareil administratif. C'est la lourdeur c'est l'incapacité de son administration à produire des résultats. C'est le poids des dépenses publiques, c'est le poids de l'endettement. Il faut donc essayer de réduire cette obésité, de régler ces problèmes. Ça demande beaucoup de négociations, chose qu'il n'a pas entrepris. Il n'a pas entrepris ces négociations et il n'a pas de relais pédagogique pour faire ça, ni à l'Assemblée nationale, parce qu'entre nous, l'Assemblée nationale, c'est pire que le Café du Commerce. Enfin, ça nous a donné le spectacle d'un Café du Commerce. Et puis, il n'a pas de relais non plus parmi les syndicats, puisqu'il a boudé, en quelque sorte, les syndicats. Et les syndicats, aujourd'hui, partent un peu dans tous les sens. Ils ont d'ailleurs un peu de mal à canaliser un peu la manifestation, qui est une manifestation parfois violente.
Alors, si on regarde un petit peu cette liste au Père Noël dans le détail, il y a notamment donc, un certain nombre de mesures en faveur de l'emploi, avec ce pacte de la vie au travail qui doit prendre en compte notamment les perspectives de carrière, les conditions de travail, la reconversion ou encore l'emploi des seniors. Est-ce que ça, ce sont aujourd'hui, eu égard au contexte d'ailleurs, des sujets qui sont nécessaires à aborder? Oui, bien sûr, c'est des vœux pieux. Le président peut toujours le faire, ça ne coûte rien. Mais l'essentiel, c'est de trouver les partenaires pour faire ça. Il faut une confrontation entre le pouvoir économique dans les entreprises, le pouvoir financier des actionnaires, il faut des partenaires sociaux. et puis des partenaires sociaux qui acceptent de créer ce compromis. Parce que des partenaires sociaux qui joueraient le rôle de vrais contre-pouvoirs pourraient signer un compromis, et en faisant un compromis, ils font la pédagogie de la réforme. Et vous avez des syndicats en France qui étaient prêts à faire ce genre de manœuvre, notamment la CFDT, notamment Laurent Berger. Ils ont été acculés, ils ont été mis de côté lors de la première discussion de la loi retraite. Et donc, ils vont revenir dans le jeu. Mais en attendant, vous avez des mouvements qui se radicalisent dans les syndicats, et vous voyez bien, avec des moyens d'action qui ne sont pas ordinaires, parce que brandir des cartons rouges lors de la finale de la Coupe de France samedi soir, c'est pas forcément génial. Faire des concerts de casseroles, c'est pas forcément très bon pour la négociation, mais il faut trouver des solutions de discussion sur des programmes précis. Avec un débat préparatoire sur ces sujets autour de la semaine de 4 jours, est-ce que ça, c'est pas un peu antinomique justement, ou qu'est-ce que ça révèle finalement? Alors c'est très curieux parce qu'il y a un sondage qui a été fait récemment par, je crois, talent.com qui révèle que 70% des Français seraient favorables à la semaine de 4 jours. Mais on ne nous dit pas à quelles conditions, à quel prix. Est-ce que c'est une semaine de 4 jours pendant lesquels payer 5 ou payer 4 payer 35 heures ou plus, alors qu'aujourd'hui, ils sont favorables à faire des heures supplémentaires aussi. Mais les Français sont très contradictoires. Ils ne savent pas exactement où ils vont. Et puis, de quel Français parle-t-on? Il y a des gens chez qui le télétravail est possible, il est même utile, il est même parfois performant, facteur de productivité. Et il y a des catégories de travailleurs pour lesquels le télétravail est impossible. Quand vous travaillez dans un restaurant et que vous êtes serveur dans un restaurant, il faut bien que vous soyez présent ou dans une entreprise de fabrication. Ça crée des inégalités, tout ça. Dans une même entreprise, vous avez des gens qui pourront bénéficier d'une semaine de 4 jours et d'autres qui ne pourront pas. Mais en termes économiques, les économies sont assez partagées. La semaine de 4 jours, ça peut être bien pour le climat social, ça peut être bien pour la santé, ça permet aux gens d'avoir une vie plus agréable, le partage entre la vie privée et la vie professionnelle peut mieux se faire. Oui. Mais en termes de compétitivité, de productivité, le chef d'entreprise peut s'interroger. S'il a des actifs de production, il peut aussi les amortir plus facilement. Bon, d'un strict point de vue, j'allais dire sociétal et économique d'ailleurs, ces grandes promesses du candidat Macron en 2017, et puis peut-être même un petit peu aussi sur la présente élection, de remettre un peu cette culture du travail, de la réussite dans la société française. Là, on voit bien que ça commence un petit peu à s'éloigner. Ça va être effectivement un peu compliqué pour les 4 prochaines années. Mais ça va être un peu compliqué, mais ça va être du ressort des entreprises. C'est aux entreprises, à l'intérieur des entreprises, dans la représentation sociale, entre les syndicats de patrons et les syndicats, des négociations interprofessionnelles, si l'on veut. Mais ce n'est pas à l'État. L'État va fixer des grandes règles, il l'a déjà fait, des lignes jaunes à ne pas dépasser, mais c'est aux entreprises de le faire. Vous avez des entreprises, quand elles ont acquis la prospérité économique, qui se débrouillent assez bien, même le partage de la valeur se fait bien, l'intéressement, la participation, même la question du pouvoir d'achat doit se régler à l'intérieur même de l'entreprise. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est de régler le problème à l'intérieur de sa propre entreprise, c'est-à-dire la Maison France. L'administration française ne marche pas. Le ministre du Budget a fait un petit numéro de claquette dans la semaine en disant « Voilà à quoi sert votre argent ». C'est très bien. Les gens savent que ça va dans l'éducation nationale, ça va dans la santé, ça va tout ça. Ok, mais ils savent aussi que ça ne marche pas. L'éducation nationale est en faillite, le système de santé ne fonctionne pas, la protection civile ne donne pas satisfaction, la justice ne va pas assez vite. Enfin, on sait très bien que cette machinerie administrative ne fonctionne pas. Et pour l'instant, elle a du mal aussi à se mettre au travail. Il y a peut-être un problème en France de se mettre au travail. Il y a peut-être un choix collectif français, mais pas seulement français d'ailleurs, on le trouve dans certains pays occidentaux, notamment aux États-Unis ou en Angleterre, d'une volonté de moins travailler. La croissance, moins de travail, moins de productivité, tout ça. Ça va nous poser un problème lorsqu'il va falloir assumer la mutation technologique, on l'a un peu fait digital, mais surtout la mutation écologique. Bon, effectivement, affaire à suivre, et on ne manquera pas d'en reparler, notamment de ces sujets de travail, parce que ça va faire partie des
grandes thématiques, au moins politiques, si ce n'est économiques, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre d'avoir été avec nous dans Ecorama sur Boursorama.